Bonsoir Aurélia, comment vas-tu? Bonsoir Claude, je vais bien et toi? Très bien. On se retrouve pour un nouveau webinaire. Super. Ok Aurélia, ce soir on va parler des symptômes du diabète de type 2. Je vais d'abord te présenter et dire un peu ce que tu fais. Et au fait, tu nous accompagnes quand même depuis pas mal de temps sur le service et la proposition MyDiabCheck. Tu fais des webinaires pour nous, tu écris pas mal de recettes, tu nous fais pas mal d'articles de blog. Et tu connais la thématique vraiment à cœur. C'est une thématique que tu pratiques aussi dans ton cabinet avec tes patients. Et on a quand même une belle expérience ensemble sur les webinaires. On a eu pas mal d'échanges avec nos clients. Donc voilà, je suis très content de t'avoir et je suis très content de te compter parmi nous ce soir. Merci d'être là. Merci Claude, merci à vous de votre confiance et je suis toujours ravie de pouvoir partager une alimentation simple, des conseils simples, applicables tous les jours et surtout pour la prévention de maladies chroniques telles que le diabète de type 2. Et effectivement, autour de mes articles, de mes recettes, je vous invite tous, même toi Claude, hein, à tester ces recettes et à lire ces articles qui sont très enrichissants au jour le jour. Et pas que pour prévenir le diabète de type 2, mais simplement pour prévenir une bonne santé, tout simplement. D'accord. Donc, ce que je tenais à dire d'abord à toutes les personnes qui nous suivent ce soir, et je voulais aussi remercier le team d'Algatera de nous avoir rejoints. Au fait, nos webinaires sont des webinaires qui sont axés sur la prévention du diabète. Donc, on prend souvent en considération le diabète de type 2 lorsqu'il a été constaté par un médecin. Donc, le patient est en traitement et nous, on travaille avec MyDiabCheck sur la prévention du diabète quand souvent les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont le diabète, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être des symptômes, mais ils ne les ont encore pas identifiés, ils n'ont pas encore été chez le médecin. Et c'est pour ça qu'Aurélia a une approche un peu différente, qui n'a pas une approche de diététicienne, mais une approche de nutritionniste. Donc, elle va vraiment faire travailler avec vous sur la globalité de l'alimentation, de vos habitudes alimentaires, de la qualité de la nourriture, de la qualité aussi des aliments que vous ingurgitez, et va vous donner pas mal de conseils pour éviter d'avoir des inflammations dues au diabète de type 2. Juste, Aurélia? C'est tout à fait juste, Claude. C'est très bien de le spécifier. Je ne suis pas diététicienne, donc je ne travaille pas dans un centre médical. Je travaille en cabinet en tant qu'indépendante et j'invite vraiment, j'accompagne mes clients vers un mieux-être dans la prévention de tout type de maladies chroniques ou même, voilà, des simples inflammations, des intolérances, un mieux-être au quotidien. Et puis ça commence toujours par une perte de poids, mais c'est souvent cette perte de poids qui est alarmante par rapport à des maladies chroniques. Donc effectivement, je travaille dans la prévention, ce qui est très compliqué parce qu'on n'a pas assez de recul sur la prévention, ce qui rend mon métier au fait si particulier, parce qu'on n'a pas assez de recul sur la prévention. D'accord. OK. Ben, merci Aurélien. On va commencer. Donc, d'abord, je voulais vous dire que MyDiabCheck, c'est un site web, c'est donc www.mydiabcheck.ch. Il y a aussi un compte Facebook et un compte Instagram. Sur le compte Facebook et le compte Instagram, vous pouvez trouver également les recettes d'Aurélia. Elle en publie d'une façon assez régulière. Et sur le site web, vous trouverez aussi un blog où vous avez pas mal d'articles qui sont vraiment des articles scientifiques ou de la vulgarisation scientifique sur la thématique du diabète de type 2, la thématique de la nutrition, la thématique du sport et tout ce qui est autour de l'hygiène de vie qu'il faut avoir pour éviter ce genre de pathologie. Je vais d'abord partager mon écran et vous montrer un peu aussi comment est-ce qu'on fait le test du diabète de type 2 sur le site de mydiabcheck.ch. Donc, je partage mon écran. Est-ce qu'Aurélia, tu vois mon écran? Oui. Voilà. Donc, lorsque vous êtes sur le site, vous verrez que vous avez plusieurs approches sur le menu. Donc, sur notre approche, on va vous expliquer ce qu'on fait. On vous expliquera aussi qui on aide, comment vous pouvez prévenir le diabète de risque de type 2. Quelques chiffres qui sont des chiffres assez pertinents sur la maladie en Suisse et dans le monde. Et là, vous avez les 3 stades du diabète de type 2. Là, vous verrez aussi
beaucoup d'informations qui sont des informations sur notre service, avec aussi des informations sur les coachs qui sont à votre disposition, avec une biographie du coach et aussi le travail, dans quelle langue il travaille. Vous avez un blog, hein. Je vous conseille vraiment d'aller visiter ce blog. Ce blog a des articles vraiment intéressants, qui sont vraiment des articles qui sont influencés ou écrits par des personnes qui font vraiment de la recherche scientifique ou de la recherche sur la nutrition. Et vous pourrez lire ces blogs que vous retrouvez partiellement aussi sur les sites de Facebook et le compte Instagram. Il y a aussi un compte YouTube. Le compte YouTube, vous trouverez aussi tous les webinaires et toutes les vidéos qu'on a fait par rapport aux capsules vidéo, qui sont des capsules vidéo qu'on a publiées dernièrement. Donc, je reviens au test. Donc, je vais faire le test. Par exemple, je vais dire, voilà, je vais prendre moi comme exemple. Là, je dis non à cette question. Je suis un homme. Je n'ai pas encore 64 ans, mais voilà. Vous connaîtrez tous mon poids. Voilà. Je ne sais pas mon tour de taille, donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Donc, je vais quand même mettre mon taille. Évidemment, tout le monde sait sa taille parce que vous la mesurez chez le médecin. Là, si vous ne savez pas la taille que vous avez, vous pouvez écrire là, en fait, taper je ne sais pas et choisir la physionomie que vous avez. Donc, j'ai celle-ci, je continue. Et après, on va vous poser des questions qui sont des questions scientifiques sur vos antécédents. Donc, là, je dis non. Je dis oui. Là, je dis oui. Tous les jours. Et non. Donc là, mon risque est faible. Évidemment, si j'ai un risque faible, moyen ou élevé, je peux à tout temps discuter avec Aurélia et j'active donc le chat. Et là, je mets mon nom et prénom. J'active un compte. Donc, je fais suite et après, je mets l'email. Donc, je fais un login et le premier chat et la première consultation est toujours gratuite. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez à tout temps écrire à info@maliapcheck.ch ou alors nous contacter sur Facebook, Instagram et on répond à toutes vos questions. Très bien. Est-ce que vous voyez ma slide? Très bien. Donc, notre mission, je vous l'ai expliqué. La méthodologie TCC, au fait, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est la méthodologie avec quoi on travaille. Au fait, c'est une méthodologie scientifique qui va travailler sur les patterns de votre comportement, c'est-à-dire les comportements sont souvent dans la tête. Donc, par exemple, si moi je fais du snacking, Aurélia va essayer de m'aider à comprendre quand et comment je déclenche cette envie de snacking ou de prise, par exemple, de sucre. Et quand j'aurai compris quels sont les mécanismes qui déclenchent cette envie de manger du sucre ou cette envie de faire du snacking ou alors toute autre envie, je pourrai travailler avec mon coach, comme Aurélia, à diminuer et contrôler ou voire carrément éliminer cette dépendance au snack, au sucre ou alors la même méthodologie peut s'appliquer au sport, aux activités physiques, etc., etc. La méthodologie TCC est une méthodologie vraiment scientifique qui est enseignée et aussi appliquée dans plusieurs universités et aussi dans plusieurs cliniques en Suisse comme à l'étranger. En anglais, elle s'appelle CBT, ça s'appelle la Cognitivo Behavior Therapy. Le test, je vous l'ai montré. Et là, je passe à Aurélia Corbat, donc, qui nous accompagne quand même depuis le début. Merci encore, Aurélia. Depuis le début, elle a toujours travaillé avec nous sur les webinaires, elle travaille avec nous sur les contenus. Et au fait, Aurélia fait aussi pas mal d'articles, écrit pas mal d'articles de blog. Elle est, au fait, Aurélia travaille comme indépendante nutritionniste. Elle a des patients comme elle travaille aussi dans les cabinets. Et elle aide les personnes qui en ont besoin à redéfinir les habitudes alimentaires. Elle est aussi là pour vous créer un régime personnalisé qui va vous aider soit à perdre du poids, soit à vous sentir mieux, soit à avoir des aliments qui sont plutôt des aliments qui ont un apport nutritionnel
sain. Ce qui est important aussi à dire, c'est qu'Aurélia ne va pas vous automatiquement vous amener sur un régime vegan, végétalien, etc., etc. Elle va inclure tout ce qui vous fait plaisir. Donc, vous pouvez rester gourmande ou gourmand et continuer à manger avec elle tout en mangeant plus sainement. C'est juste, Aurélien? C'est exactement ça, Claude. D'accord. Voilà l'agenda d'aujourd'hui et je pense que je vais te laisser la parole. D'accord? Avec plaisir, Claude. À Alors, plus tard. tous, merci, Claude. Alors, ce soir, on va discuter des symptômes du diabète de type 2. Pourquoi? Parce que c'est important de les diagnostiquer assez tôt. On verra pourquoi, on comprendra pourquoi. Donc voilà, l'agenda du jour, c'est le diabète de type 2, donc les causes et développements. C'est juste une petite piqûre de rappel sur le diabète de type 2. On en a énormément parlé pendant les autres webinaires, donc je ne vais pas m'attarder sur l'explication et le réel développement de cette maladie. On va plutôt directement passer aux symptômes, aux signes, premiers signes et aux symptômes de cette maladie chronique, tout ça dans la prévention. Les dépistages et diagnostics, excusez-moi, qui sont importants à faire via votre médecin de famille, tout simplement. Les facteurs de risque, les complications qui sont liées au diabète de type 2, donc à long terme, et puis comment prévenir un diabète de type 2 simplement. Et je vous proposerai à la fin du webinaire une petite détox de 10 jours que vous trouverez voilà, beaucoup plus en détail prochainement, parce que je ne peux pas bien sûr tout vous donner aujourd'hui. Il faut vous laisser un peu de surprise, un peu de suspense, mais vous en saurez déjà pas mal. Alors, le diabète de type 2, c'est quoi? Donc, c'est une maladie chronique qui affecte la manière dont nos corps régulent le sucre, donc enfin le glucose qui lui est la première source d'énergie pour notre organisme. Et puis le diabète de type 2, c'est ça, c'est une perturbation de l'équilibre justement de cette gestion de glucose dans l'organisme qui va créer une glycémie qui est beaucoup trop élevée chroniquement et qui, elle, peut créer justement premièrement des symptômes et puis à long terme des complications beaucoup plus sévères pour l'organisme. Oui. Qui t'entend très mal. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui, merci alors, beaucoup. excusez-moi, je vais parler très fort. Merci. Donc voilà, donc c'est une maladie chronique qui est effectivement malheureusement en constante évolution. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui évolue très lentement et très silencieusement. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont touchés de plus en plus. Pourquoi? Parce que voilà, c'est l'accessibilité aux produits sucrés, industriels qui engendre justement cette maladie chronique. Donc voilà, c'est une rupture de l'équilibre glucidique sanguin. Elle a une installation lente, c'est une résistance à l'insuline qui est progressive, qui n'est pas forcément perçue par tout le monde, d'où l'importance aujourd'hui d'aborder ces premiers signes et ces premiers symptômes. Et puis, le résultat à long terme est une hyperglycémie chronique qui, elle, va engendrer des complications dans l'organisme. Donc la première chose à faire, effectivement, et la première cause au final de cette maladie chronique, c'est le mode de vie, tout simplement, c'est l'alimentation, c'est la sédentarité, et puis c'est l'accessibilité justement à des produits qui sont forcément qui sont malsains pour l'organisme. Elle a une évolution lente et silencieuse avec des hyperglycémies qui sont asymptomatiques, mais qu'à la fin du webinaire, vous pourrez, j'espère, déceler beaucoup plus facilement. Donc, comment repérer les premiers signes du diabète de type 2 ou voilà, tout simplement se dire voilà, j'ai mangé un repas un peu trop sucré à midi, quels ont été les signes d'une hyperglycémie? Donc voilà, c'est les premiers signes avant-coureurs. J'ai trouvé juste de vous les lister aujourd'hui, tout simplement pour que vous puissiez, dans votre tête ou simplement sur le webinaire, cocher et se dire ah tiens, ça me ressemble. J'ai des fatigues récurrentes après les repas. Souvent on parle de la fatigue postprandiale qui arrive souvent entre 14 et 15 heures après le repas de midi. C'est souvent à cause voilà d'un repas qui a été trop riche
donc soit en sucre, bien entendu, soit aussi, ne l'oublions pas, en acides gras saturés, donc ces graisses qui sont mauvaises pour l'organisme. Soif intense, vision floue, faim exagérée et irritabilité souvent. Quand on a une hyperglycémie, on devient irritable ou même en hypoglycémie pareillement. Donc on va voir maintenant dans le prochain slide exactement pourquoi on a ces symptômes-là et pourquoi l'organisme réagit face à une hyperglycémie. Donc fatigue et somnolence, c'est tout simplement un manque d'énergie. Un déficit de glucose dans le sang va créer une fatigue, à savoir que la première source d'énergie pour le cerveau, c'est le glucose, donc c'est le sucre. Donc quand le cerveau est en manque d'énergie, vous allez sentir directement une fatigue. Et ça se traduit souvent par une somnolence. Donc quand on pique du nez comme ça, 2 heures, 1 à 2 heures après un repas, c'est souvent parce qu'il a été trop chargé donc en glucose. Des mictions fréquentes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller beaucoup plus souvent aux toilettes, tout simplement, mais c'est dit un peu plus poliment. C'est l'élimination du surplus du glucose par les reins. Le rein qui veut tout simplement pouvoir se débarrasser du sucre. Et donc du coup, pour ça, il va éliminer en éliminant ce surplus dans les urines, qui va se traduire par la même occasion par une soif intense, forcément. Si on élimine beaucoup plus de liquide, l'organisme va appeler à de l'hydratation. Ce qui va rejoindre du coup le troisième point, déshydratation due aux mictions fréquentes, tout simplement. Donc c'est pas l'un qui amène l'autre. On a souvent tendance à croire que on a plus soif parce que on va beaucoup plus aux toilettes parce qu'on boit plus souvent. Et ben non, au final c'est le contraire. C'est parce que nos reins veulent se débarrasser du glucose et donc du coup on va devoir se réapprovisionner en hydratation. Je profite juste de ce petit point pour aussi rappeler que souvent on oublie de boire pendant les repas ou entre les repas, enfin, surtout entre les repas, et que souvent on a l'impression d'avoir soif, on a l'impression d'avoir faim, et du coup on va aller forcément se diriger vers un aliment en pensant qu'on a faim, mais au final c'est plus une soif qu'on essaye d'assouvir que une faim, ce qui peut-être vous empêcherait d'aller grignoter entre les repas. Une faim exagérée, pourquoi? Parce que tout simplement l'organisme est en manque d'énergie. Les cellules qui réclament, qui sont appauvries en énergie, vont réclamer tout simplement de l'énergie pour pouvoir continuer à travailler dans l'organisme. Et ce qui fait que ce qui va pousser notre organisme à aller réclamer de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est des calories qui sont apportées via l'alimentation. Tout simplement, et c'est encore un petit point pour vous rappeler que les calories, quand c'est des calories nutritives, c'est pas néfaste pour la santé, c'est de l'énergie qu'on apporte à l'organisme. De l'irritabilité, pourquoi? Alors je l'ai mentionné avant, parce que quand le corps est en hypoglycémie, c'est dans le cerveau, ça va activer des régions de stress et d'irritabilité, parce que forcément, on a envie on a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc tout ça, c'est un peu des symptômes de survie de l'organisme qui va appeler juste à avoir de l'énergie et qui va nous alerter au fait qu'il y a un dérangement dans l'organisme, il y a un déséquilibre dans l'organisme qui vient de quelque part. Une vision floue, alors ça c'est très intéressant de le mentionner, c'est tout simplement, voilà, c'est une lésion des vaisseaux sanguins liée à l'excès de sucre dans le sang. Donc ça c'est vraiment j'ai envie de dire les symptômes, les premiers signes qui peuvent vraiment vous alerter, c'est les premiers que j'ai mentionnés, qui sont souvent ceux qui sont le plus souvent associés à un repas trop lourd. Mais quand ça devient trop récurrent, il faut quand même commencer à s'inquiéter un peu. Et la vision floue, peut-être que j'aurais dû la mettre dans le slide prochain, mais c'est un entre-deux. Donc vraiment, c'est pas quelque chose que vous allez forcément avoir tous les jours, c'est quelque chose que vous allez avoir à récurrence d'une hyperglycémie. C'est pas quelque chose qui va souvent se remarquer comme les premiers points.
Donc les symptômes dits chroniques, hein, suite à une hyperglycémie chronique qui peuvent être un peu plus graves et qui peuvent un peu plus vous alerter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers symptômes, bah forcément, c'est au jour le jour, tous les jours, un jour sur deux, vous avez une petite fatigue, une petite somnolence après un repas, de la soif, euh, la première fois que vous vous dites, OK, bon, bah, c'est dû à mon repas qui a été trop riche, mais quand ça arrive trop fréquemment, vous allez avoir ces symptômes dits, des symptômes chroniques, dits d'une hyperglycémie chronique qui vont commencer à s'installer. Et là, vous pouvez vraiment commencer, bah, logiquement, à vous inquiéter et se dire, ah, bah, tiens, il faudrait peut-être que j'aille faire checker ma glycémie. Donc, ces symptômes dits chroniques sont bah, souvent une perte ou un gain de poids inexpliqué. J'ai préféré mettre les deux parce que le gain de poids, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qu'on connaît, mais voilà, c'est aussi pour vous dire qu'une perte de poids inexpliquée, sans forcément avoir suivi un régime auparavant, est quelque chose qui existe, oui, chez quelqu'un qui peut développer un diabète de type 2. J'ai eu deux clientes au cabinet qui étaient, bah voilà, qui n'étaient pas forcément en surpoids, pour dire vulgairement, enfin pas vulgairement, mais un peu plus familièrement, qui étaient maigres comme un clou et qui étaient en diabète de type 2. Donc ça existe. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas en surpoids, que vous ne pouvez pas développer ce genre de maladie chronique. Aurélia, excuse-moi, mais il y a encore des gens qui nous écrivent qui t'entendent très mal. Il y a vraiment... Est-ce que tu peux essayer d'optimiser ton son? Excuse-moi, hein. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Est-ce que là on m'entend mieux? Je pense qu'il y a un problème avec le réseau. Est-ce que là on m'entend mieux ou pas? Un peu mieux, ouais. Oui? Mhm. Bon, bah alors je vais enlever mes écouteurs, peut-être que c'est mes écouteurs. On reste comme ça alors. Et parler très fort. Merci. Pas crier. Ok, alors je m'avance, mais bon, j'ai pas envie de vous faire peur non plus, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les symptômes, des symptômes chroniques qui peuvent s'installer suite à une hyperglycémie chronique, donc de tous les jours, et forcément c'est des symptômes qui sont plus graves, hein. Donc je ne sais pas si tout le monde m'a entendu sur le gain ou la perte de poids. Je vais juste du coup activer le chat, comme ça je peux participer aussi. Tac. J'entends encore un peu. Non, vous m'entendez pas mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Pour ma part, oui. On va y arriver. Ok. Alors, je disais, voilà, c'est pas parce qu'on est c'est pas parce on n'a pas un gain de poids, une prise de poids ou un tour de taille conséquent que on n'est pas sujet à un diabète de type 2. Il peut se développer même chez des personnes qui n'ont pas forcément un gain de poids ou qui ne sont pas forcément en surpoids. Une cicatrisation lente, on verra pourquoi, des picotements et des engourdissements aux extrémités, hein, souvent c'est aux doigts et aux pieds, hein, on a cette petite tendance à avoir des fourmis, hein, au bout des doigts, des infections récurrentes aux organes génitaux, on comprendra pourquoi, et là je pointe du doigt beaucoup plus les femmes que les hommes, parce que nous sommes plus sensibles, une peau sombre à certains endroits et une fatigue chronique. Alors, logiquement, hein, si les premiers symptômes d'une hyperglycémie, c'est de piquer du nez, à force d'avoir toujours une glycémie élevée, forcément, on va commencer à avoir une fatigue chronique qui s'installe aussi à cause d'une inflammation chronique. Je vais juste regarder le chat. Oui, très bien. Un peu mieux. D'accord. Je suis ravie. Alors, les symptômes chroniques, pourquoi? Donc, une perte de poids inexpliquée. Alors, voilà. Euh, les cellules qui sont en manque d'énergie, comme on a vu avant, au bout d'un moment, elles ont besoin de se nourrir. Comme nous, hein, j'ai envie de dire tout simplement. Et du coup, elles vont aller chercher de l'énergie ailleurs que dans le glucose. Et elles vont aller du coup se nourrir des protéines et des lipides dans notre organisme qui va créer une perte de poids. Voilà. Ceci explique du coup la perte de poids chez les personnes qui sont
qui sont voilà, diabétiques de type 2 ou voilà, qui pourraient s'inquiéter d'eux. Une cicatrisation lente, pourquoi? Ça va rejoindre tout simplement le webinaire de l'inflammation parce que un diabète de type 2, c'est une inflammation chronique et donc du coup, ça va aggraver au fait les petites plaies, les petits bobos qu'on pourrait se faire. Voilà, on prend peut-être un mois à guérir d'une petite égratignure. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'organisme il est en inflammation chronique et du coup, il n'a pas assez d'armes pour combattre ce petit bobo. Pour ceux qui auraient plus de questions sur cette question de la cicatrisation lente, je vous invite vraiment à aller voir le webinaire sur l'inflammation et le diabète de type 2 qui est plus qu'intéressant. Engourdissement, donc fourmis au bout des doigts, voilà, ça va rejoindre un peu la neuropathie du diabétique. Sachez que ça, c'est vraiment une maladie qui est propre au diabète, hein. Et puis voilà, c'est l'hyperglycémie qui entraîne un rétrécissement des vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs et surtout les nerfs se trouvant aux extrémités. Des infections récurrentes, voilà, le glucose va nourrir les levures qui sont présentes dans l'organisme et plus particulièrement les levures qui se trouvent à des endroits un peu plus humides, hein. D'où la raison pour laquelle nous les femmes, on serait plus sujettes à déclencher des infections à des parties génitales. Qu'est-ce que j'ai mis? L'excès de glucose dans les urines alimente voilà, les levures et ainsi favorise les mucoses. Oui. Après, c'est aussi possible chez les hommes. Et ça va être plus souvent se trouver bah voilà, une mucose sur un ongle qui ne guérit pas ou qui revient fréquemment. On peut s'inquiéter voilà, d'un possible diabète de type 2 ou alors d'un prédiabète. On va plutôt dire un prédiabète. Et puis, pourquoi pas aller plus loin et parler d'une candidose qui, elle, est une mycose qui se développe dans l'intestin et qui se nourrit de sucre, hein, et qui se développe voilà, le plus souvent parce qu'on se nourrit trop d'aliments sucrés. Une peau sombre, alors je ne sais pas si j'arriverai à dire correctement ce mot, mais c'est voilà, le symptôme de cette peau sombre, donc des taches qui sont hyper pigmentées au cou et aux aisselles, s'appelle le acanthosis nigricans, qui est propre voilà, aux personnes qui peuvent qui développent un diabète de type 2 ou les personnes qui sont en obésité. Et voilà, c'est une résistance de la peau à un taux d'insuline trop élevé. Donc c'est un excès de mélanine, hein, une hyperpigmentation. Je vais juste regarder si le son ça va. Ok, pas d'alerte. Donc le dépistage et diagnostic précoce, donc je vous invite vraiment, vraiment à aller régulièrement chez votre médecin de famille pour faire une simple prise de sang. Voilà, nombre de clients qui viennent me voir au cabinet où je demande constamment, voilà, quand était-ce la dernière fois que vous avez été voir votre médecin de famille? Ah, mais dis donc, ça fait trop longtemps, ça fait 5 ans, ça fait trop longtemps. Ou même, j'entends que parfois, je n'ai plus de médecin de famille depuis que je suis petite. Voilà, on devrait tous avoir un médecin de famille, aller une fois par année vous faire une prise de sang qui mesure tout, la glycémie à jeun, le cholestérol, le foie, tout, tout, tout. Vraiment, il n'y a pas que une glycémie à jeun qui peut être alarmante, voilà, qui peut pointer du doigt un prédiabète. Il y a il y a d'autres facteurs, hein. Euh, et notamment, comme on l'a vu ben voilà, dans le webinaire sur l'inflammation, il y a aussi les marqueurs de l'inflammation qui peuvent pointer du doigt un prédiabète. Voilà, il y en a beaucoup. Et je vous invite vraiment au moins à aller une fois par année chez votre médecin de famille et de faire une prise de sang pour votre santé générale, tout simplement. Voilà, donc mesurer sa glycémie pour définir un prédiabète, ça c'est sûr, hein. Je vous ai mis la petite boussole avec les chiffres. Je ne voulais pas commencer à vous donner plein de chiffres maintenant parce que je pense que vous n'avez pas beaucoup, enfin, pas de choses à noter. Donc, je trouvais un peu plus parlant de mettre ça comme ça. À noter qu'effectivement, un prédiabète, hein, c'est une glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25. Et puis, quand on est à 1,26, le plus souvent, le médecin réinvite à refaire une deuxième prise de sang pour voir si c'est effectivement
un résultat qu'on peut pointer du doigt et on peut commencer à s'inquiéter d'un prédiabète. Euh, j'ai trouvé intéressant de vous parler des nouveaux patchs biocapteurs de glucose. Je peux malheureusement pas vous donner un nom de marque, mais voilà, tapez sur Internet, c'est top. Vraiment, c'est génial. Donc, c'est utilisé pour les sportifs à la base. Mais voilà, c'est un patch que vous collez sur votre bras et puis qui vous donne votre taux de glycémie après un repas. J'écoutais dernièrement le webinaire d'un autre nutritionniste qui en parlait et qui disait, moi ça me fait sourire hein, parce qu'on est nutritionniste, mais c'est souvent les cordonniers les moins bien chaussés. Il disait, bah voilà, j'ai mangé une glace tous les jours après mon repas et puis je pensais qu'elle me convenait et au final j'ai vu mon taux de glycémie monter en flèche et à ce moment-là que j'ai remarqué qu'elle me convenait pas. Donc au final, voilà, c'est un petit patch que vous commandez, puis ça vous donne une idée de comment vous mangez, de comment votre glycémie réagit à certains aliments. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous voyez, c'était l'exemple d'un nutritionniste qui fait énormément de sport. Et même en faisant énormément de sport, bah, on n'est pas quand même couvert de faire monter la glycémie en flèche selon ce qu'on mange. Un dépistage sélectif existe effectivement chez les médecins pour les personnes à risque. Je vous parlerai après des facteurs de risque et des personnes à risque. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller chez votre médecin et faire ces examens. Souvent, il y a trois examens qui sont préconisés pour pointer du doigt un prédiabète. Donc, c'est la glycémie à jeun que tout le monde connaît. Elle permet de mesurer le taux de glycémie à jeun, donc en n'ayant rien dans l'estomac, pour pouvoir voir où se situe justement notre glycémie sans avoir consommé de sucre. La tolérance au glucose est quelque chose qu'on fait souvent aux femmes enceintes hein, pour dépister un diabète gestationnel. Donc on va mesurer la glycémie à jeun. Et puis après, on vous fait boire un petit sirop qui est ultra concentré en sucre pour voir quelle est votre tolérance au glucose. Donc c'est la même chose pour une tolérance au gluten ou au lactose, pour voir comment vous arrivez justement à tolérer, à gérer au fait ce shot de sucre dans l'organisme. L'hémoglobine glyquée, ça c'est vraiment un peu plus poussé, c'est pour voir justement si vos cellules sont caramélisées. Moi j'aime bien vulgairement parler comme ça parce que c'est comme ça que moi je l'ai appris dans mes cours et c'est comme ça que je l'ai retenu et je pense que c'est comme ça que vous le retiendrez aussi. Ça, c'est un test qui est un peu plus poussé. Ça, c'est vraiment, ça rentre vraiment au fait dans les dépistages de prédiabète, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà, un petit truc en plus, je vous invite vraiment, si vous allez faire une prise de sang chez votre médecin, à demander en plus de la glycémie à jeun que le médecin vous fera constamment, mais à demander le, l'indice OMA, pardon, je ne trouvais pas le mot indice, l'indice OMA qui va mesurer la résistance à l'insuline. Et là, on rentre vraiment, vraiment dans la prévention, au fait, d'un diabète de type 2, d'un prédiabète, en fait, de la prévention d'un prédiabète de type 2, parce que ça va mesurer, ça va vous donner un chiffre qui, lui, peut déjà vous dire si vous commencez à devenir résistant à l'insuline. Voilà. J'ai trouvé bien de vous mettre voilà, cette petite phrase dit on parle de maladie silencieuse. Effectivement, gaffez-vous parce que c'est une maladie silencieuse, le diabète de type 2, parce qu'elle ne présente souvent aucun symptôme pendant des années. Il est important de faire un dépistage de diabète dès l'âge de 40 ans, même avant, pour rajouter ma petite couche. Je vais un peu me dépêcher parce qu'il est déjà 34. Les facteurs de risque. Alors, avoir plus de 45 ans, ça c'est sûr. Donc, toute personne qui a plus de 45 ans, je vous invite vraiment à aller du coup vous faire dépister, aller faire cette prise de sang. Un tour de taille qui est au-delà de 94 cm pour les hommes et au-delà de 80 cm pour les femmes. Donc, je vous invite à mesurer votre tour de taille. Comment on le fait? On prend un mètre à couture tout simplement et on le met autour de la taille, au niveau du nombril, et puis on inspire, on expire, on prend le tour de taille, et puis on le prend 3 fois et on fait la moyenne des 3 chiffres parce qu'on n'aura jamais le même chiffre et ça vous donnera réellement votre
de taille, hein. Et c'est ça qui est plus un facteur au fait de résistance à l'insuline parce que c'est à cet endroit-là précis que les capteurs de l'insuline sont le plus sensibles. Être sédentaire, voilà, je l'ai répété nombreuses fois, faites du sport, ça vous aidera beaucoup mieux à assimiler au fait cette énergie qui provient des aliments, donc ce glucose. Avoir une mauvaise alimentation, un diabète gestationnel, ça c'est bien connu. Donc c'est le diabète que l'on a souvent quand on est enceinte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les récepteurs sont beaucoup plus sensibles. Et puis, voilà, avoir eu un diabète gestationnel est à risque après de développer un diabète de type 2. Un SPOC, alors c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui du coup va stimuler les ovaires et notamment plus précisément euh, une hormone qui est la testostérone qui, elle, va stimuler beaucoup plus des niveaux élevés d'insuline. Donc, c'est pour ça que les personnes qui ont développé un SPOC sont beaucoup plus sujettes à développer un diabète de type 2. Une pression artérielle élevée et un taux élevé de cholestérol, les deux sont en lien et doivent vous alarmer sur un diabète, une prévention en tout cas de diabète de type 2. Voilà, donc les complications qui sont liées au diabète de type 2 à long terme, je le précise bien. Donc elles peuvent être sévères, mais peuvent être évitées. Je trouvais important de le dire. Elles peuvent aussi être réduites et retardées si le diabète est dépisté et traité précocement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est des symptômes des complications qui sont vraiment touchés par les personnes qui développent un diabète de type 2. Donc, je ne veux pas m'attarder dessus parce qu'ici, on parle vraiment de prévention. Mais c'est juste pour voilà, vous dire que vous pouvez développer ce genre de complications si vous ne prévenez pas en fait, un diabète de type 2, si vous n'avez pas justement tout ce mode de vie que on va voir après. Donc, la rétinopathie diabétique qu'on a vu avant avec tout ce qui est vision liée au vaisseau, des complications cardiovasculaires, la neuropathie diabétique qu'on a vu avant, des infections des ulcères de pieds et de jambes, et puis un coma hypoglycémique ou de l'acidocétose, forcément, parce que les cellules, elles ont besoin de se nourrir ailleurs, hein, donc elles vont aller justement créer une acidocétose. Et puis la démence qui a été prouvée aujourd'hui de plus en plus. J'ai lu encore une recherche il n'y a pas longtemps voilà, qui prouvait bien que de plus en plus on arrive à pointer du doigt le diabète de type 2 en lien avec la démence. Donc prévenir un diabète de type 2, donc voilà, ça englobe vraiment tous les points que j'ai mentionnés voilà, durant le webinaire. Donc faites-vous voilà, dépister, allez chez le médecin, faites une prise de sang. Franchement, ça vous coûte rien. Voilà, on est assez relativement bien couvert en Suisse au niveau des assurances pour pouvoir faire des prises de sang régulièrement chez le médecin ou au minimum une fois par année. Modifier votre mode de vie, donc ayez une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, diminuer les sucres, surtout les mauvais sucres, dormez suffisamment, hein. Quand on ne dort pas suffisamment, le corps il réclame des aliments qui sont faciles à digérer et surtout des aliments qui lui tiennent au corps. Et puis on aura souvent tendance, voilà, à avoir des compulsions de sucre à gauche à droite pour avoir de l'énergie, tout simplement. Diminuer votre taux de stress en faisant bah, voilà, des exercices de relaxation, du yoga, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Ça marche très bien pour les personnes qui sont à 200 à l'heure au travail et qui n'ont pas le temps d'inclure une activité physique. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher une application de cohérence cardiaque. Et puis, dernier point qui n'est pas des moindres, faites le test hein, sur MyDiabCheck. Ça vous demande 5 minutes, c'est répondre à des questions et c'est juste afin de pouvoir vous situer à quelque part ou au moins de vous dire, voilà, je suis à risque, je ne suis pas à risque, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux être suivi par un coach pour tout simplement avoir un mode de vie sain, inclure des habitudes alimentaires au quotidien, une activité physique, voilà, non pas pour faire de la pub, mais sur MyDiabCheck, vous avez vraiment voilà, quelque chose qui est global, un
un suivi global avec des coachs sportifs, des nutritionnistes, des diététiciennes. Vous avez vraiment quelque chose qui est, voilà, un suivi qui est globalisé, donc c'est vraiment top, quoi. Donc les personnes atteintes de prédiabète développent souvent un diabète de type 2 dans les 5 ans si elles ne reçoivent pas de traitement. C'est juste pour rajouter ma petite phrase. Donc le petit bonus, je voulais vous inviter à faire une détox sur 10 jours. Pourquoi? Parce que 10 jours, c'est rien dans une vie. Ces 10 jours vont vous permettre, voilà, de freiner l'inflammation, d'inverser un prédiabète pour se sentir mieux et d'éliminer des déchets et qui sont souvent pro-inflammatoires. Donc, premier petit point, pendant ces 10 jours, retirez tous les aliments industriels contenant des additifs et des substances inflammatoires. Je vous ai listé ces aliments, on va en parler. Voilà, je vous invite vraiment à vous tenter. Si vous avez de quoi écrire, écrivez-les. Je vais vous proposer un article sur MyDiabCheck avec ces points. Pourquoi pas aller un peu plus loin en vous mettant des petites recettes, ces 10 jours de détox au final pour que tout le monde puisse s'y faire. Il y a des menus, un menu sur le blog de MyDiabCheck que j'ai déjà fait, qui était en lien avec l'inflammation. Donc c'était un menu de régime méditerranéen. Vous pouvez vous y fier. Il fait aussi partie de la détox. Et puis, j'ai fait aussi un article sur la détox. Donc, ça vous donne des petits plus, en plus des petits points que je vais vous mentionner maintenant. Donc, ne mangez pas de glucides seuls durant un repas et même de façon isolée durant la journée parce que tout simplement, le fait de combiner au fait ces glucides avec des lipides et des protéines, donc des graisses et de la viande, du poisson ou du tofu ou des autres types de protéines, va simplement réduire l'index glycémique de ces glucides-là. Retirez tous les sucres, les sucres de mauvaise qualité, donc le sucre dans le café, les bonbons, les pâtisseries, les viennoiseries, le chocolat au lait qui n'a aucun intérêt, qui est trop sucré. Voilà, éliminez tous ces sucres pendant 10 jours. C'est tout. C'est tout. Éliminer toutes les graisses hydrogénées et transformées, c'est toutes les graisses de mauvaise qualité. Et là, je parle voilà, des aliments industriels, souvent. Je vais vous dire très, très facilement, tous les produits qui sont emballés dans du plastique, et je n'ai pas de plastique sous la main pour vous montrer, sont à proscrire. Voilà. Parce que tous les aliments qui sont emballés sont forcément industriels. Revenez à des aliments bruts pendant 10 jours. C'est tout. Éviter les haricots et les céréales raffinées. Alors les haricots, pourquoi? Et c'est pas les haricots verts, c'est les haricots, les haricots noirs, les haricots, les beans, hein, comme on dit en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à faire trop monter la glycémie aussi. Et puis les céréales raffinées parce qu'ils sont dépourvus complètement de fibres qui, elles, viennent faire freiner l'index glycémique comme on a vu dans les autres webinaires. Donc, enlevez tous ces céréales. Si vous voulez faire plus simple et vous dire, OK, je joue le jeu pendant 10 jours, et ben vous enlevez tous les céréales et vous mangez que des légumes et des protéines. Non, quand même. Mais vous vous incluez des céréales de qualité qui sont très peu glucidiques, que sont le quinoa, le sarrasin, mais à petite portion. Et pour vous aider, je vous invite vraiment à regarder les autres webinaires parce que je donne plein de petites astuces sur ce type de céréales. Éviter la malbouffe. Alors, il n'y a pas d'autre, je ne peux pas mieux m'exprimer qu'en disant éviter la malbouffe. C'est tout ce qui est fast-food, c'est tout ce qui est, voilà, la malbouffe, tout simplement. Éviter le gluten et les produits laitiers. Pourquoi? Parce que c'est des aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc le gluten, petit rappel, souvenez-vous toujours du mot sabot, seigle, avoine, certifiée sans gluten est possible aussi, mais le plus souvent il ne l'est pas. Blé, donc j'ai dit seigle, avoine, blé, orge. Et puis pour rajouter aussi épeautre, parce que l'épeautre c'est un blé. Donc voilà, ces 10 jours, c'est rien. Et les produits laitiers, parce que la protéine qui est présente dans les produits laitiers est pro-inflammatoire, ça s'appelle la caséine. Et puis le sucre présent dans les produits laitiers, qui s'appelle le lactose, bah, c'est du sucre, tout simplement. Donc si on joue le jeu pendant 10 jours, on les enlève. Suite à ça,
suite enfin voilà, après avoir retiré tous ces aliments pendant 10 jours, je vous invite parallèlement, et pas après, mais parallèlement, à ajouter des vrais aliments qui vont vous nourrir, hein, parce qu'il ne s'agit pas juste de retirer, il s'agit au final de remplacer. Donc, on ne va pas retirer sans avoir un apport nutritionnel conséquent, parce que quand on enlève des aliments de son alimentation, l'organisme a besoin de pouvoir s'enrichir ailleurs. Et là, on n'enlève pas pour faire un régime, au final, on enlève pour se détoxifier et pour rajouter des vrais aliments qui viennent nourrir. Et quand vous venez nourrir, l'organisme, pardon, va pas venir réclamer son manque. Vous comprenez? Donc, adopter une alimentation végétarienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire des céréales de qualité à index glycémique bas avec des légumes, ou tout simplement, voilà, pourquoi pas vous tester du tofu, des tempeh, une fois par semaine, c'est rien. Vous trouvez quand même pas mal de recettes, bah voilà, sur MyDiabCheck, dont je vous invite à aller voir. Manger plus de bonnes graisses, parce que c'est ces bonnes graisses-là qui vont éviter de vous faire craquer ailleurs. Ces bonnes graisses, c'est tous les oméga 3, donc les poissons, les oléagineux, les bonnes huiles, hein. Donc là, on parle vraiment de graisses de qualité. Faites le plein d'aliments bruts. Ça rejoint ce que j'ai dit avant, donc c'est des céréales de qualité, c'est des fruits, des légumes entiers, bio, de saison. Voilà, revenir un peu à l'alimentation qu'avaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Manger environ 180 à 120 à 180 grammes de protéines à chaque repas parce qu'elles vont couvrir la satiété et du coup vont vous éviter hein, d'avoir faim et d'aller grignoter à gauche à droite. Au petit déjeuner, privilégiez des bonnes graisses, des protéines et des légumes. On n'a pas forcément besoin toujours d'avoir un morceau de pain ou d'avoir des céréales hein, qui viennent des magasins. Bonnes graisses, protéines et légumes suffisent. Pour un petit exemple, là, un demi-avocat, un œuf à la coque, et puis pourquoi pas, bah, voilà, des carottes crues, ou voilà, pour sortir un peu, parce que je pense que tout le monde doit faire enfin, quelques personnes doivent faire la grimace quand je dis ça, et ben rajouter des baies, hein, des fruits rouges, donc myrtilles, framboises, fraises, c'est plein de saison, c'est pas du tout sucré, c'est beaucoup plus riche en antioxydants qu'en sucre. Donc voilà, faites le plein de ces fruits rouges. Ajoutez des graines de lin bio, fraîchement moulues. Je voulais le rajouter, mais ça faisait trop long. Pourquoi? Parce que ces graines de lin contiennent un oméga 3 qui est très sensible à l'oxygène. Donc, je vous invite à vous acheter un moulin à épices et puis à les moudre fraîchement sur vos fruits, sur vos salades. Elles sont riches en bonnes graisses, en fibres et elles accélèrent le transit. Donc, elles vont forcément vous aider à éliminer plus vite, surtout pendant ces 10 jours de détox. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Et ça, c'est le minimum, hein, le minimum. Un verre d'eau équivaut à peu près à cette grandeur, hein. Donc voilà, c'est le minimum à apporter. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'eau aide l'organisme à éliminer les déchets. Et puis, bah, comme je vous ai dit au début du webinaire, on a tendance des fois à aller grignoter en pensant qu'on a faim, mais au final, on a soif parce qu'on ne s'hydrate pas assez. Mangez un arc-en-ciel de légumes, de saison et bio, s'il vous plaît. Plus vous aurez ces légumes dans votre assiette, mieux vous vous sentirez. Et puis, évitez de manger 3 heures avant le coucher parce que vous vous sentirez beaucoup mieux, vous dormirez beaucoup mieux et ça rejoint un peu le sommeil que je vous disais de gérer. Et puis, forcément, bah, ça aide à mieux gérer la glycémie également. Voilà. Excusez-moi, Claude, j'ai quelques minutes de retard. C'est pas grave, Aurélien. Merci beaucoup. Très intéressant. Je vais demander à Marthe de passer directement aux questions. Est-ce que l'on doit faire aussi... Ah ouais, alors, est-ce qu'on doit faire attention au cholestérol? Est-ce que ça montre quelque chose? Oui. Alors, une élévation de mauvais cholestérol peut être inquiétante pour le diabète de type 2. Après, c'est très relatif, hein, parce que comme je l'ai mentionné dans le webinaire sur l'inflammation, je pense que c'était l'inflammation, bah voilà, quand on a une mauvaise alimentation, quand on a forcément quand on mange des graisses qui sont de mauvaise qualité, bah ça va influer au fait
sur le foie qui, lui, va forcément induire en fait une mauvaise réception, enfin une mauvaise sécrétion en fait de l'insuline qui, elle, va forcément bah, voilà, toucher aussi la gestion de la glycémie. Donc oui, moi je dirais que quand on a un cholestérol qui est élevé, de toute façon le médecin il fait toujours les deux. Il fait toujours la glycémie à jeun et le cholestérol. Donc ils D'accord. peuvent rejoindre, ouais, ouais. On va passer à la prochaine. Y a-t-il un point de non-retour pour inverser le diabète de type 2? Question de Facebook. Ouais. Y a-t-il un point de non-retour? Alors, le diabète de type 2 est réversible, hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de point de non-retour. Après, c'est un peu une question qui est, voilà, qui est très pointilleuse et puis j'ose pas trop répondre oui ou non. Et j'ai simplement envie de vous dire, c'est une maladie qui est réversible avec un mode de vie sain. Donc voilà, inclure une activité physique au quotidien, manger des index glycémiques bas, des aliments bruts, des aliments vrais, enlever toutes les cochonneries de son alimentation, avoir une gestion du stress au quotidien, se faire aider par une diététicienne, une nutritionniste, par un coach sportif, et pourquoi pas voilà, aller sur MyDiabCheck, voilà, faites-vous accompagner, parce que comme je disais, ben voilà, MyDiabCheck a vraiment cette spécificité d'avoir un accompagnement global avec un coach sportif, avec des nutritionnistes, avec des conseils, des blogs, etc. Donc oui, c'est une maladie qui est réversible. Euh, voilà. Très bien. Si on boit une boisson sucrée par plaisir après un gros effort sportif, par exemple, ce n'est peut-être pas bien, mais si on ne veut pas arrêter, est-ce que compléter par de l'eau est positif, comme pour diluer? Je pense qu'il pense à ces shakes de protéines avec du glucide que tu prends après le sport. Alors moi, je suis pas pour ces shakes, euh, parce que c'est de l'industriel. Voilà, mais j'ai eu pour habitude voilà, de travailler enfin, de faire des webinaires pour un, un- un centre de CrossFit. Un bon coca, ouais, un bon coca. Je pensais il parlait de Gatorade. Un bon coca, alors moi j'ai envie de dire, moi je dis toujours à mes clients, quand je vois Coca Zéro sur les plans alimentaires, enfin sur les journaux alimentaires, je dis non, non, mais vous arrêtez tout de suite ce Coca Zéro. Le Coca Zéro, c'est du faux sucre, donc ça envoie un faux message au cerveau de produire de l'insuline alors qu'il n'y en a pas besoin. Au risque que le cerveau, après, envoie un message au pancréas de produire de l'insuline alors que vous avez de sucré. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez boire un vrai Coca, bah, effectivement, buvez un vrai Coca. Après, un Coca, ça reste du sucre. Après un effort physique ou pas, moi je privilégierais quand même de l'eau qui est enrichie en minéraux. Moi je dis tout le temps à mes clients, quand vous faites du sport, buvez de l'eau qui est enrichie en minéraux. Pas besoin de boire toujours ces trucs sucrés pour récupérer au fait les glucides. Non, il ne faut pas récupérer forcément les glucides, il faut récupérer les minéraux que vous perdez dans la transpiration. Et si vous voulez récupérer les glucides forcément que vous avez perdus en faisant un effort physique, parce que forcément c'est l'organisme, il va aller dépenser l'énergie que vous avez dépensée, enfin il a dépensé l'énergie que vous avez utilisée pendant l'effort physique, bah, mangez une bonne vieille banane, comme nous disait notre grand-mère, et puis vous faites le point, voilà, vous faites la récupération des glucides, quoi. Pas besoin d'avoir des boissons sucrées à chaque fois. Quel régime idéal? Végétarien, vegan? Alors pour moi, il n'y en a pas. Ça dépend des convictions de chacun, ça dépend du mode de vie de chacun, des croyances de chacun. Donc pour moi, il n'y en a pas. Il y en a pas. Moi, pour bien parler, je suis flexitarienne. Je mange de tout, mais je mange de la qualité quand il s'agit des protéines, avec le respect de l'animal. Il n'y a pas de meilleure alimentation. La meilleure alimentation, si vous mangez de tout comme moi, c'est d'avoir un équilibre. C'est ça le secret. Que vous soyez vegan, végétarien, flexitarien, voilà, keto, voilà, c'est égal. Le but vraiment, en fait, le secret de l'alimentation idéale, c'est d'avoir de l'équilibre, parce que c'est la dose qui fait le poison.
Donc quelqu'un qui va manger trop de viande ou trop de légumes ou trop de graisse, bah, forcément au bout d'un moment l'organisme il va dire stop, ça me convient plus, me convient pas. Dès que vous enlevez ou dès que vous avez trop de quelque chose, vous créez une carence et l'organisme il va forcément réclamer en vous sonnant la sonnette d'alarme. D'accord. Quels fruits sont conseillés en cas de glycémie élevée? Bah, les fruits rouges. Voilà. Les fruits rouges, car très peu sucrés, très riches en antioxydants. Elles ont des fibres, mine de rien, même si elles sont très petites. Et puis voilà, pour moi, les fruits rouges, c'est les meilleurs à apporter. Après, quand vous mangez de saison, puis quand vous mangez les fruits entiers et les fruits bio, il n'y a aucune raison d'exclure aucun fruit de votre alimentation, du moment qu'ils ne sont pas transformés. C'est la base. Voilà, la base. Et pensez toujours à bien les mâcher, parce que la digestion commence dans la bouche, et notamment la gestion de la glycémie aussi. Ah, bonne question sur le jeûne intermittent. D'autres diètes sont-elles aussi possibles comme le jeûne intermittent ou C'est- autre? Mais c'est pas une diète. Non, c'est pas une diète le jeûne intermittent, mais c'est très conseillé pour les personnes qui sont à risque de diabète. Pourquoi? Parce que c'est le matin que l'insuline est le plus sensible. Donc si vous voulez forcément faire un régime intermittent, oui, pourquoi pas? Bah, voilà, c'est une question qui se répète quand même pas mal à tous les webinaires, et moi je dis toujours la même chose. Pour moi, le meilleur jeûne intermittent qu'on peut amener à l'organisme, c'est celui du soir. Donc c'est celui qui est sain, c'est celui qu'on a tous. Si on respecte tous les 3 heures de digestion avant d'aller se coucher, et puis le temps du réveil du matin. Donc moi je dis toujours avoir son dernier repas du soir à 19 heures, et puis prendre son premier repas du matin entre 7 heures et 8 heures du matin. C'est un jeûne intermittent qui est sain et qui est applicable tous les jours, et puis c'est ce qu'on aurait besoin au final. Donc oui, le jeûne intermittent, ça a du sens, et pour les personnes qui veulent pousser un peu plus loin en sautant le repas du matin parce qu'ils n'ont pas faim, tout simplement, eh ben oui, oui, pourquoi pas. Prochaine question, Marthe. Ok, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Ben, merci beaucoup, Aurélia. Super intéressant, comme d'habitude. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à écrire, voilà, soit sur le Facebook de MyDiabCheck, soit sur le YouTube. Je sais que j'ai répondu à 2 questions de l'ancien webinaire en dessous du lien du webinaire sur YouTube de MyDiabCheck. Donc voilà, je reste à disposition. Je suis aussi coach pour MyDiabCheck, donc je reste à disposition si quelques personnes veulent avoir un suivi conseiller. Je répète ce que Claude a dit au début du webinaire. Je suis nutritionniste et non pas diététicienne. Donc forcément, je ne vais pas commencer à vous conseiller sur votre gestion de médicaments, etc. C'est pas mon domaine. Donc, je ne me permettrai pas. Je vais vraiment vous conseiller sur une alimentation équilibrée à apporter au jour le jour, et selon votre mode de vie, selon votre tolérance aussi. Parfait, merci beaucoup, Aurélia. Donc, vous retrouverez aussi le replay de ce webinaire sur Facebook dans les prochains jours. Et également, je voulais annoncer que le prochain webinaire au mois de juin sera sur le gluten. Et on invitera 2 spécialistes, Fabrice Deria et Claude Schaffer, qui vont nous parler des malfaits ou bienfaits du gluten. Merci, bonne soirée à tous nos auditeurs, et on se retrouve très très bientôt. Merci.